Merci. Alors, fragment 18, donc, Scevola, libro quarto responsorum. Quaero, an, libertus prohiberi potest a patrono in eadem colonia, in qua ipse negociatur, idem genus negocii exercere. Scevola respondit non posse prohiberi. Donc, Scevola, au livre 4 des réponses. Alors, quaero an, je demande si. Libertus, un affranchi. Prohiberi potest, peut être empêché, peut se voir prohibé. A patrono, par un patron. Exercere, d'exercer. Idem genus negocii, un négoce du même genre. In eadem colonia, dans la même colonie. In qua ipse negociatur, dans laquelle il exerce lui-même un négoce. Et ensuite, Scevola, respondit, répond, non posse prohiberi, que cela ne pourra lui être interdit. Donc, en résumé, je traduirai par je demande si un affranchi peut se voir interdire par son patron d'exercer un négoce du même genre, sous-entendu que le sien, dans la colonie où il exerce lui-même son négoce. Scevola répond que cela ne pourra lui être interdit. A répondu, si on veut vraiment être au pied de la lettre, parce que respondeo a pour présent respondet, c'est un verbe de la deuxième, et respondit, c'est respondit Ah oui, vous avez raison, pardon. Donc, bon, enfin, c'est un détail. Donc Scevola a répondu C'est imparfait, voilà. que cela ne pourra lui être interdit. Et chronologiquement, Carmidius Scaevola, c'est un juriste du IIe siècle aussi, à l'époque de Marc Aurèle. Il a atteint le sommet de sa carrière à l'époque de Marc Aurèle. Carmidius Scaevola. Donc, ensuite, fragment 19. Paulus, libro primo sententiarum. Ingratus, libertus est, qui patrono obsequium non praestat, vel, res eius filiorumve tutelam administrare detractat. Donc, Paul, au livre premier des sentences. Alors, ingratus libertus est ingrat et considéré comme ingrat, l'affranchi, qui, non praestat, ne fait pas preuve, ne témoigne pas, ne démontre pas, patrono, envers son patron, obsequium, de déférence, de respect, d'obséquiosité. Ou vel, ou, donc, administrare detractat, ou qui refuse d'administrer, donc res eius, c'est bien, en sous-entendu ceux du patron, filiorum tutelam, ou la tutelle de ses enfants. Alors, on peut signaler le mot obsequium, qui est un terme technique, qui signifie la déférence, l'obéissance, la reconnaissance que l'affranchi doit éternellement à son patron. Donc c'est une sorte de dette perpétuelle qu'un affranchi a envers son patron. Et au passage que ce fragment renvoie à la loi Aelia Sententia, qui avait été étudiée dans les fragments précédents, et qui justement a donné son premier contenu à cette faute d'ingratitude de l'affranchi qui est ici abordée. Sous la République, la peine était de la relégation au-delà du centième mille, voire pour les cas les plus graves de la condamnation aux travaux publics. Et ensuite, à l'époque classique, la peine a été alourdie et c'est devenu la revocatio in servitutem, c'est-à-dire le retour à la servitude, donc la peine quasiment la plus grave qui soit. Alors, pour la traduction, c'est vrai que ingratus est, on pourrait le traduire soit au début, soit à la fin de la phrase, finalement. Donc, je l'ai laissé au début. Je traduirais finalement par est ingrat, l'affranchi qui ne fait pas preuve de déférence envers son patron ou refuse d'administrer les biens de celui-ci ou la tutelle de ses enfants. Parfait. Il y a une intéressante apparition du mot administrare, vraiment dans un sens extrêmement contemporain. Oui. D'administrer la tutelle, d'administrer les biens. Donc, ensuite, fragment suivant, donc numéro 20. Paulus, libro tertio sententiarum, Paul, au livre 3 des sentences. Sicut testamento facto decedente liberto, potestas datur patrono, vel, libertatis causa imposita petere, vel, partis bonorum possessionem.
ita et cum intestato decesserit, earum rerum, electio ei manet. Donc Paul, au livre 3 des sentences. Donc sicut, qui va avec ita, un peu plus loin, donc la cité de même, de même lorsque, donc il y a une comparaison. Donc sicut, de même que lorsque. Testamento facto decedente liberto, donc un affranchi décédant en ayant fait un testament. Potestas datur, le pouvoir est donné, patrono à son patron. Petere, de réclamer en justice. Ensuite, on a un vel, donc vel libertatis causa imposita, donc ou bien ce qui est dû pour cause de sa liberté. Vel partis bonorum possessionem, donc ou bien une partie de la possession des biens en vertu donc de la décision du prêteur. Ita et cum, donc de même, lorsque intestato decesserit, s'il était décédé sans testament, earum rerum electio ei manet, donc le choix de ces choses ou de ces causes, ici c'est un terme un peu générique, donc, mais il y a le pronom de rappel earum, donc ça renvoie aux deux voix précédemment évoquées. Le choix demeure ei, donc pour lui, sous-entendu, lui le patron. Donc libertatis causa imposita, peut-être on peut développer un peu, c'est une expression pareil technique consacrée qui renvoie à la somme due par l'esclave, donc comme prix de sa liberté, et qui peut être payable pour l'affranchi, prix de sa liberté, et qui peut être payable après sa mort justement, donc à travers une part dans sa succession, d'où le rapport avec la question du testament. Donc j'ai traduit par de même que lorsqu'un affranchi décède en ayant fait un testament, son patron a le droit de réclamer en justice la somme due pour cause de sa liberté ou une partie de la possession de ses biens. De même, s'il décède intestat, sans testament, le patron conserve le choix entre celle-ci, entre ces deux voies. Potestas, c'est étonnant la force du mot potestas en latin, parce qu'on attendrait faculté ou une option ou élection, justement. Mais là, il a le pouvoir de. Oui, en droit privé, c'est un peu étonnant. Donc ensuite, fragment 21, Hermogenianus, libro tertio, iuris epitomarum. Hermogénien, au livre 3 des épitomées de droit. Donc, le principium d'abord. Sive patronus, sive libertus, deportetur et post restituatur. Amissum patronatus et petende contra tabulas bonorum possessionis, ius recipitur. Quod ius servatur, et si in metallum patronus vel libertus damnatus restituatur. Donc la phrase commence par une construction en sive, donc sive patronus, sive libertus, donc soit ou si un patron ou si un affranchi. Donc les deux sont dans la même situation. Deportatur, tetur et post restituatur, est déporté et ensuite est restitué, recouvre ses biens, et recouvre ses droits, est restitué et recouvré. Donc ius amissum patronatus et petende contra tabulas bonorum possessionis recipitur. Donc le droit qui avait été perdu de patron et de demander la possession des biens contre le testament est recouvré. Donc on a un parallèle en fait entre les deux situations déporté et restitué qu'on retrouvera plus loin avec perdu, recouvré. Donc il y a un parallèle entre les deux fragments. Et il y a aussi un parallèle avec la suite de la phrase. Quod ius servatur, lequel droit est préservé et conservé, et si, également si, patronus vel libertus, le patron ou l'affranchi, damnatus in metallum, est condamné aux mines, restituatur, et qu'ensuite il est restitué. Donc il y a un parallèle entre la déportation et la condamnation aux mines, puisque la solution est la même. Et donc je propose de traduire cela par « si un patron ou un affranchi est déporté puis est restitué, le droit de patron est de demander la possession des biens contre le testament qui avait été perdu et recouvré.
lequel droit est conservé également si un patron ou un affranchi est condamné aux mines, puis est restitué. Le fait d'être déporté, ça a un sens très précis. Oui, c'est une condamnation pénale. Condamnation pénale. Et qui emmène généralement la confiscation de la propriété. Voilà, et confiscation des biens. C'est bien, d'accord. Voilà. Merci. Et donc, s'il revient, il peut récupérer ses biens, mais sous certaines conditions. C'est une peine criminelle très lourde, en fait, la déportation. Voilà, d'où le parallèle avec la condamnation aux mines, qui est en fait une peine similaire pour des cas tout aussi graves. Et souvent, c'était quand les gens étaient d'un rang social élevé, ils avaient la déportation. Quand ils étaient d'un rang moins grave, c'était travail dans les mines. Travail forcé. Oui, c'est vrai. Merci. Donc ensuite, paragraphe 1. Excluditur contra tabulas bonorum possessione, patronus, et si ex uncia res instituatur, et id quod deest ad supplendam debitam portionem, per servum iudicio liberti, sine conditione e dilatione, ei, hereditate vel legato sive fide commissio, quaeri potest. Donc, je propose de traduire par patronus, un patron, excluditur est exclu, contra tabulas bonorum possessione, donc c'est toujours la même expression, de demande donc de la possession des biens contre le testament, et si, même si, ex uncia res instituatur, il a été institué héritier pour un douzième du patrimoine. Et id quod deest, et ce qu'il manque, ce qui fait défaut, ce qui est absent, ad supplendam debitam portionem, donc pour suppléer la portion due, debitam portionem, quaeri potest, il peut le demander, per servum, par l'intermédiaire d'un esclave, iudicio liberti, par une disposition, une décision de l'affranchi, sine conditione et dilatione, donc sine là vaut pour les deux mots, hein, un facteur commun, donc sans condition et sans délai, ei, hereditate vel legato sive de commissio, par institution d'héritier ou legs, ou encore par un fidei commis. C'est-à-dire que, oui, allez-y. Alors, je vous propose, un patron est exclu de la possession des biens contre le testament, même s'il a été institué héritier pour un douzième, entendu seulement un douzième, mais car ce qu'il manque pour suppléer la portion due, il peut le demander sans condition ni délai, par l'intermédiaire d'un esclave, par une disposition de l'affranchi, par institution d'héritier, legs ou fidei commis. Les lois d'Auguste, pour voir un peu de quoi il s'agit, c'est assez compliqué. C'est un fragment extrêmement difficile à traduire. En réalité, vous l'avez très bien tiré. Merci. Les lois d'Auguste prévoyaient que les patrons avaient un droit légal à la succession de leur affranchi. Et on comptait un peu comme pour la quotité disponible en droit français. Quand un affranchi laissait un enfant, le patron pouvait réclamer la moitié, comme s'il était le deuxième enfant, la moitié de la succession. Si un affranchi laissait deux enfants, le patron pouvait réclamer un tiers. C'est comme si on rajoutait au fond un descendant. Donc il avait droit à une portion légale de la succession. Et évidemment, là, il s'agit de conflits qui apparaissent lorsque le testament de l'affranchi laisse au patron une portion inférieure à celle que la loi lui donne. Et on se demande à quel moment le patron peut attaquer le testament de l'affranchi qui n'est pas assez généreux, en quelque sorte. Et là, on a un cas extrêmement pointu, comme vous l'avez dit, une uncia, une once, c'est vraiment du vocabulaire extrêmement technique du droit des successions romain, c'est un douzième de la succession. Chaque succession était considérée comme un as, et là, c'était divisé en 12 portions. Et on pouvait léguer 2 onces, 3 onces, 1 once dans un testament. Donc là, on a le cas de figure d'un patron qui a été institué pour un douzième de la succession, et on vient dire, il ne peut pas bénéficier de l'envoi en possession contre l'établi du testament si
il y a un moyen de récupérer ce qui manque pour compléter sa part légale s'il veut le faire. Donc dans ce cas-là, il n'est pas éligible, comme on dirait aujourd'hui, à mettre en jeu la possession des biens contre les tablettes du testament, contre les dispositions du testament. C'est pas bon pour éviter le contentieux, le trop grand nombre de contentieux. Oui, tout à fait. Les paragraphes suivants continuent dans ce sens. Et on voit qu'aussi ils veulent éviter le contentieux, ils veulent aussi éviter, on dirait, d'annuler le testament. En fait, on ne peut pas en faire une cause d'annulation. On cherche un moyen pour préserver le testament tout en trouvant donc par un arrangement, une voie un peu médiane, en fait, la possibilité de préserver la volonté de l'affranchi et les droits de son patron. Donc, paragraphe 2, toujours du même fragment. Ex duobus patronis unus, ex debita parte res institutus, sine conditione et dilatione. Contra tabulas bonorum possessionem petere non poterit. Licet, si minor ei portio esset relicta, et contra tabulas bonorum possessionem petisset, alia etiam portio ei ad crescere potuisset. Ad crescere potuisset. Oui. Pardon. Très bien. Donc, unus ex duobus patronis, donc un des deux patrons, ou celui des deux patrons, donc un seul sur les deux patrons, qui étaient donc ceux de l'affranchi. Ex debita parte res institutus, donc a été institué héritier, ex debita parte, pour la part qui lui est due, sine conditione et dilatione, donc toujours cette expression, sans condition et sans délai. Contra tabulas bonorum possessionem petere non poterit, donc non poterit, il ne pourra pas, on retrouve le même mot que potestas tout à l'heure, petere, réclamer en justice, donc la possession des biens contre le testament. Licet, donc quoique, pourtant, si minor ei portio esset relicta, donc si ei portio, sa portio minor, sa portion est plus petite, une portion plus petite, lui est laissée, et que contra tabulas bonorum possessionem petisset, et qu'il réclama en justice contre le testament la possession des biens. Donc là, on a encore un miroir avec les deux fois réclamer la possession des biens. Donc une fois c'est possible, une fois ce n'est pas possible. Etiam, en effet, on affirme, on insiste, alia portio, l'autre portion, donc celle de l'autre patron, et à lui, donc ad crescere potuisset, pourrait accroître sa propre portion. Donc on voit bien l'opposition entre les deux portions du patrimoine de l'affranchi, qui est avec l'idée d'un vase communicant, une portion pouvant être amoindrie au profit de l'autre pour rétablir les droits de chacun. Donc je vous propose de traduire ce fragment par celui des deux patrons qui a été institué héritier pour la part qui lui est due sans condition ni délai, ne pourra pas réclamer la possession des biens contre le testament, sauf ou à moins qu'une portion plus petite lui fût laissée et qu'il réclamât la possession des biens contre le testament. Donc, en effet, l'autre portion pourrait accroître la sienne. D'accord, que oui. C'est-à-dire, même si au cas où une portion une portion moins lui était laissée et qu'il avait demandé la possession des biens, la part de l'autre aurait pu lui accroître. C'est compliqué, comme raisonnement. Oui, on ne comprend pas trop. L'enchaînement temporel est un peu difficile à comprendre. Donc, si ça vous convient. Alors, paragraphe 3, donc toujours du même fragment. Naturales liberti, ex heredati facti. Alio ex parte herede instituto, si per servum ex alia parte, parenti successerit, obiciuntur patrono. Donc, propose de mettre le si au début de la phrase. Donc, si liberi, les enfants, naturales naturels, liberti de l'affranchi, d'un affranchi, ex heredate facti ont été exhérédés, donc exclus de la succession volontairement. Alio ex parte herede instituto, et qu'un autre a été institué héritier pour une partie, entendu du patrimoine, de la succession, donc de l'affranchi.
Successerint, donc ils succèdent, parenti à leurs parents, à leur père, plutôt, hein, à leur père. Donc, voilà. Donc s'ils succèdent à leur père, per servum, par l'intermédiaire d'un esclave ex alia parte pour l'autre partie, donc, obicuntur patrono. Alors, obicus, c'est un peu difficile parce que c'est l'idée de se placer devant. C'est un terme qui est utilisé en procédure civile pour dire faire obstacle avec un moyen de défense. Fond d'obstacle. Donc, ça pourrait être à la fois, soit ils priment le patron, je me suis dit, dans l'ordre successoral, soit ils font obstacle, voilà, soit presque ils grèvent aussi les droits du patron. Donc, c'est l'idée de léser, même si c'est pas intentionnel. C'est comme jeter contre, en fait, c'est le verbe ikio. Voilà, normalement, c'est faire obstacle même avec son corps, quoi, ou avec un objet. C'est lancer contre. Donc là, c'est littéralement une métaphore. Et voilà. Et si on, ça change la phrase, mais si on disait quand les enfants naturels, etc., si, on pourrait peut-être aussi, mais j'en sais rien, parce que c'est très difficile à comprendre, la situation de fait à laquelle on apporte une solution. Ça me semblait plus clair, mais c'est peut-être la solution de facilité que j'ai choisie et qui n'est pas la plus précise, peut-être. Non, en fait, vous avez explicité le participe, exeritatif acti. Pour avoir des nuances, là, vous avez choisi à juste titre une nuance d'hypothèse. Donc, dans le cas de fils naturel qui aurait été exclu, si, etc. Donc, les deux mots, c'est difficile de trancher. Ainsi est sous-entendu, c'est-à-dire il est inséré dans le participe, et l'autre si, il est explicité. Il me semble. Hein, mais j'étais pas sûr qu'on ne puisse pas discuter l'autre option. Ce qui m'a dérouté grammaticalement, c'est pourquoi on a naturales liberi libertix heredatif acti, on est au nominatif, et après on a un ablatif absolu. On aurait entendu naturalibus liberis et factis, et puis après deux ablatifs absolus, mais ce n'est pas le cas. Ça m'a paru très... Encore une fois, parce que c'est le sujet aussi de successerint, il fallait le laisser donc on ne peut pas le laisser absolu. D'accord. Donc je vous propose, si les enfants naturels d'un affranchi qui ont été exhérédés et un autre ayant été institué héritier pour une partie de la succession, sous-entendu, succèdent à leur père pour l'autre partie par l'intermédiaire d'un esclave, ils priment le patron ou alors ils font obstacle aux droits du patron. Et le per servum, il faut se mettre dans l'hypothèse où le testament a accordé un legs ou une partie de la succession à un esclave. Et cette succession profite au propriétaire de l'esclave, entre dans le patrimoine du propriétaire de l'esclave, qui se trouve être un des exhérédés. Là, donc c'est complexe comme situation. Il faudrait presque faire un dessin là, pour s'y retrouver. Oui, en fait, c'est un réseau d'individus qui sont liés, parce que l'esclave est le même que l'affranchi, avait le même patron. En fait. Donc, dernier paragraphe du fragment, paragraphe numéro 4. Liberti filius res institutus, si bona repudia verit. Patronus non excluditur. Donc, là encore, je vous propose de placer le si au début de la phrase. Donc, si filius, le fils, liberti d'un affranchi, res institutus, institué héritier, bona repudia verit, donc répudie, mais ce n'est pas trop ce sens-là en français, donc plutôt renonce au bien. Patronus non excluditur, le patron, son patron, n'est pas exclu. Sous-entendu, de la succession. Donc, à répudier, parfois, à refuser. C'est imparfait. Ah oui, pardon. Oui, s'il a renoncé, S'il a renoncé au bien, le patron, non excluditur, n'est pas exclu. Parfait. Merci. Donc, si le fils d'un affranchi, institué héritier, a renoncé au bien, le patron, son patron, n'est pas exclu de la succession. Entendu, il pourra donc succéder à l'affranchi. Les droits du patron ne sont pas diminués par la décision du fils de l'affranchi. Oui, on revient à cette idée de droit préservé, comme tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur.